je voulais savoir, est-ce que dans ce cas, donc, Mhm. je voulais savoir, est-ce que dans ce cas, je peux, comme je sais que si je fais une décortication, ça ne va pas rapporter grand-chose, est-ce que je peux directement faire la thoracoplastie, la pleuroplastie du moins, pour pouvoir soulager le malade, ou bien il faut faire il faut être attentif, mettre le drain et laisser comme ça. D'accord. Merci, Aminou. Ok. D'accord. Merci, Aminou. Euh, je pense que le patient que tu viens de présenter, c'est une belle indication d'une thoracostomie, hein. Puisque, idéalement, s'il n'y avait pas de lésion contralatérale, sur le poumon contralatéral, on peut procéder à une pleuropneumonie. Mais malheureusement, le poumon va rester avec un seul poumon et avec des lésions sur ce poumon. Donc, il est techniquement impossible d'aller vers une pleuropneumonie qui est quand même un patient s'il arrive déjà à s'en sortir, comment on appelle ça, en post-opératoire. Et donc, je pense que c'est une très bonne indication d'une thoracostomie première. Et donc, aboucher cette carrément, laisser ce poumon en place détruit comme un poumon. Professeur, là, on ne vous entend pas. J'ai l'impression que vous avez fermé votre micro. Là, est-ce que vous Vous m'entendez? parlez. Oui, là, on vous entend. Là, vous m'entendez? Oui, Est-ce on qu'on vous m'entend? entend. Alors, Oui, je disais, c'est une très belle indication d'une thoracostomie parce que le malade qu'il a présenté, c'est un malade collatéral. Idéalement, il faut faire une pleuropneumotomie pour enlever le poumon du côté malade et laisser l'autre poumon en place. Malheureusement, lui-même, il est malade. Donc, ce geste ne sera pas très bénéfique pour ces patients s'il arrive déjà à se sortir. Donc, c'est vraiment une très belle indication d'une thoracostomie. Et à mon avis, et jusqu'à obtention d'une détection complète de cette cavité pleurale et faire des soins de façon répétitive, donc venir nettoyer la cavité chaque jour pendant au moins 2 à 3 mois. Une fois que la cavité pleurale devient sèche, une fois que c'est complètement détergé, en ce moment-là, on peut se permettre de faire une myoplastie de comblement en utilisant les muscles grand dorsal et en laissant ces poumons malades se placer comme étant un poumon prothèse. Ça permettra au moins de stabiliser les malades, d'effacer la cavité et d'améliorer la cavité, enfin la qualité de vie de ces patients. Donc voilà en tout cas ce que je propose pour ces malades, une thoracostomie tout simplement suivi d'une myoplastie de comblement ou carrément une thoracomyoplastie si la poche est très importante. Voilà, je ne sais pas si vous êtes satisfait, docteur Boubacar, ou bien si vous avez d'autres préoccupations. D'accord. Merci beaucoup. Merci, docteur Abu. Je suis satisfait. Et une fois de plus, merci encore, hein. Merci pour tout ce que vous faites pour la chirurgie thoracique auditaire. Merci Merci. vraiment. OK, merci. 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 D'autres questions? Je vois Ali qui lève la main. oui. Monsieur Ali, vous avez la parole. Docteur Boubacar, merci de supprimer votre levée de main. Monsieur Ali, la parole est à vous. Votre micro est fermé.
Si vous aviez un problème, vous pouvez peut-être écrire dans la messagerie parce que là, Oui, votre micro est fermé. bonjour docteur. Bonjour. Oui, bonjour docteur Pascaline, c'est comment ça va? Oui, nous allons bien. Merci beaucoup. Ouais, d'accord, c'est bon. Je commence d'abord à te remercier pour tous les efforts que tu fais pour ce bon fonctionnement de REMAO parce que de REMA parce que REMA ça fait des années que ce REMA fonctionne depuis que tu étais étudiante jusqu'à maintenant tu es DS. Je te félicite pour tous ces efforts et puis avec toi vraiment c'est la formation continue qu'on continue toujours à améliorer, à gagner beaucoup de choses. Merci beaucoup pour tous les efforts malgré les occupations. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. D'accord. Et merci à notre cher maître docteur Mamad Rabiou. Vraiment, nous sommes très, très, très contents de cette présentation. Et pour le Piothorax, c'est le premier sous le REMA. Et puis vraiment, c'était riche en qualité et en et en enseignement, vraiment. J'ai beaucoup appris et je remercie beaucoup Dr Rabiou. Et c'est un maître aussi qui a, qui a vraiment, qui a vraiment été là pour ma thèse. Hein. Je le remercie beaucoup. Ma question, c'était par rapport à la kinésie respiratoire. Bon, moi, je voulais savoir la kinésie respiratoire chez les patients qui ont le pneumothorax après drainage. Quels sont les différents types de kinésie respiratoire? Et maintenant, vous avez fait une manœuvre qu'on a vue tout de suite avec la sonde nasogastrique. Si vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe et puis c'est pendant combien de temps cette kinésie, le patient doit faire ça pendant combien de temps et dans la journée, combien de fois de la journée et les différentes méthodes de kinésie possibles qu'on peut indiquer chez ce patient. Parce qu'on sait que d'autres patients n'ont pas les moyens pour aller faire la kinésithérapie. Bon, on peut faire des manœuvres, les indiquer des manœuvres. Donc, on voulait aussi plus de renseignements aussi pour ça. Merci. Merci, Ali. Alors, donc, ta question, c'est en rapport avec la kinésithérapie dans le cadre de la préparation de ces patients. Hein. Et comme tu l'as souligné, la plupart des patients n'ont pas les moyens d'aller au service de kiné. Et c'est vraiment, ça coûte énormément cher. Donc, une seule séance, je pense qu'ici, chez nous, ça fait pratiquement, ça dépasse 5 000, ça fait 6 000 ou 7 000 francs par séance. Alors qu'on a besoin de plusieurs séances. Et donc, il faut, à mon avis, apprendre à concevoir ces petits trucs avec les bouteilles d'eau minérale. Vous prenez une simple bouteille d'eau minérale, vous cherchez une sonde nasogastrique pour la couper en deux. Vous plongez les deux bouts de cette sonde nasogastrique à l'intérieur de la bouteille qui est remplie de moitié par de l'eau. Et vous allez demander tout simplement au malade de souffler. Hein. Donc, pas d'aspirer, plutôt de souffler. De pousser de l'air à travers donc, la sonde nasogastrique qui va créer des bulles à l'intérieur de cette bouteille. Et comme la bouteille elle est semi-remplie, et donc ça permettra de faire comme un jet de bulles d'eau. D'accord? Et par cette action, ça permet au malade, en tout cas, d'avoir une cinétique, de réactiver la cinétique diaphragmatique et de recruter des alvéoles. Le but de la kinésithérapie post-préopératoire, c'est surtout vraiment la réhabilitation fonctionnelle respiratoire, la rééducation pleurale, comme on dit, et surtout les recrutements des alvéoles pulmonaires, puisque ces pneumothorax s'accompagnent toujours d'une atelectasie passive. Il y a toute une condensation paranchymateuse passive à regard de l'épanchement. Et donc, avec la kinésie, on recrute les alvéoles et ça permet d'avoir moins de complications en post-opératoire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Ali. Oui, merci, cher maître. Merci, vous avez répondu. Je demande aussi s'il y a d'autres méthodes à part cette manœuvre aussi, s'il y a d'autres méthodes à appliquer encore. Merci. Ben, il y a des simples méthodes telles demander au malade de tousser autant qu'il peut. Donc, voilà, tout ça, ce sont des petites choses qu'on fait dans les services. Au moment des visites, on demande aux patients de marcher, d'accord? Donc, de marcher beaucoup. Il est drainé, mais on lui demande de marcher, des séances de marche la matinée et également l'après-midi, d'accord? Donc, au coucher du soleil, le maximum qu'il puisse faire. Et
ça lui permettra en tout cas de mobiliser quand même la mécanique ventilatoire et d'assurer ce recrutement des alvéoles. Demandez tout simplement aux malades de marcher et demandez aux malades. Je pense que le professeur est en train de se reconnecter. Souci de connexion. Professeur, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Je vais profiter en attendant le retour de l'enseignant pour annoncer le prochain webinaire. Le prochain webinaire de formation aura lieu le 8-11, c'est-à-dire le mercredi 8 à 15h GMT, sur la thématique syndrome de l'apnée du sommeil. Et ce cours sera fait par un enseignant qui nous viendra du Togo. Professeur, soyez la bienvenue. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, je vous entends, je vous reçois maintenant, oui. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont une question. S'il y a d'autres questions, je suis à l'écoute. Oui, il y a une question dans le chat là, hein. Il y a une question dans le chat. En fait, je suis en train de basculer sur le téléphone parce que le PC là, apparemment, il se décharge. J'ai fait l'erreur de venir avec les chargeurs là. Et là, donc, avec le coupure qu'on a de façon intempestive, je bascule sur le. Alors, je vois la question des Fanami qui demande, elle a des questions, hein. La première question, elle dit savoir en dehors de la tuberculose qui était citée comme cause du pyothorax dans cette présentation, quelle autre infection pourrait être en cause? Et donc là, on a vu plusieurs catégories de pyothorax. On a vu le pyothorax post-tuberculé qui est lié à la tuberculose, mais on a vu également les cas de pyothorax parapneumonique qui compliquent dans la plupart des temps les pneumonies ou les pneumopathies à germe banal. Et puis, il y a le pyothorax post-traumatique, donc dans les suites d'un traumatisme thoracique, une plaie par arme blanche, une plaie par arme à feu, ou même le traumatisme fermé parfois, ça peut évoluer vers un pyothorax chronique. Mais également les pyothorax iatrogènes. Donc, les pyothorax iatrogènes liés donc à une fonction pleurale dont les conditions d'asphyxie ne sont pas respectées, d'accord? Mais également, on peut avoir une infection de voisinage d'origine médiastinale, donc une infection qui vient du médiastin, comme dans le cas d'une fistule trachéobronchique ou d'une fistule œsophagène qui va donner une médiastinite et qui s'accompagne assez souvent par une épanchement pleural purulent. Comme les pathologies sous-diaphragmatiques, donc les infections de l'étage 6 mésocolique de l'abdomen peuvent aussi évoluer parfois
vers un pyothorax lié à cette affection sous-diaphragmatique. Voilà donc Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, cher maître. Je ne sais pas si vous me recevez. Le réseau n'est pas bon, je pense. oui, oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cher maître, bonjour. Wa alaikum salam, oui. Bonjour. Voilà. Merci pour votre présentation et Oui. qu'Allah vous bénisse et merci aussi d'accepter de partager ces connaissances. Alors, euh, je ne sais pas si apparemment le réseau coupe un peu. Je ne sais pas ce qui se passe, en tout cas, il y a un souci de connexion là. Oui, voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là, je vous reçois un peu, mais ça Oui, coupe. on arrive à vous entendre. Voilà, je disais que c'est l'occasion d'en profiter encore plus de votre connaissance. C'est de nous parler de la prévention. Parce que, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Pourquoi? Parce qu'un petit constat que j'ai fait, la majorité des patients qui en souffrent sont des pauvres. Certains, même le fait de s'alimenter, ça leur cause problème. Certains sont des patients même déjà affamés. Et en plus, la prise en charge, en dehors que c'est pluridisciplinaire, mais ça a un coût. Parce que on voit même le bilan préopératoire, par exemple, ça coûte parce que il faut vraiment il faut le scanner. Alors que vous voyez déjà le scanner, ce que ça coûte. Voilà. Ça, c'est, ça, c'est ma première question ou bien remarque de nous parler. Et en plus, par exemple, vous allez voir que la majorité des patients des médecins, ce sont des médecins généralistes parfois qui reçoivent ces patients. Voilà. Je ne sais pas sur le plan national si vous pouvez faire aussi genre un réseau là où euh, presque on a accès à vous. Parce qu'on voit que, par exemple, quand vous prenez ce service, ça n'existe que presque en Niamey. Donc, un réseau de telle sorte que ce soit les médecins généralistes, que ce soit les autres collègues, les chirurgiens, ils peuvent directement vous présenter des patients. Parce que parfois, on voit nos pratiques aussi. Oui. Donc, la première question, c'est par rapport à la prévention, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, oui, tout Est-ce qu'on à me fait. Oui, reçoit? oui.
Voilà. Donc, la première. Professeur, là, vous avez coupé votre micro, vous parlez, on ne vous entend pas. Professeur, est-ce que vous êtes là? Parce qu'on ne vous entend plus. Je reçois. Oui, on vous reçoit. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? Oui, on vous reçoit, professeur. C'était à mode téléphone, en fait. Les PC viennent Oui, on vous reçoit. de se décharger là, donc je suis à mode téléphone. Alors, donc, je disais, la première question, c'était en rapport avec la prévention. Effectivement, il faut passer par une méthode de prévention efficace, puisque la plupart des patients qui viennent nous voir, en tout cas, ce sont des pneumothorax en rapport avec une tuberculose. Contexte. Donc, la meilleure prise en charge, c'est vraiment d'opter vers une prévention efficace en amont pour que les malades n'arrivent pas à ce stade. Parce que ce qui arrive, la majorité des médecins généralistes, en tout cas ici, qui reçoivent les malades, ils constatent si la maladie avec une fièvre, on prescrit des antibiotiques sans pour autant faire des examens parfois, comme le cas de notre premier patient que j'ai présenté. Et donc, on prescrit une antibiothérapie pendant une semaine, 2 semaines, et on remarque qu'elle n'est pas efficace, mais on continue quand même. Les gens font jusqu'à 1 mois, 2 mois de traitement antibiotique, d'accord, sans efficacité, mais ils n'arrivent pas, en tout cas, à avoir cette, comment on appelle ça, idée d'orienter les malades, de passer la main, d'orienter les malades vers un centre spécialisé pour voir ce qui se passe réellement. Ce qui fait que ces malades arrivent tardivement chez nous. Déjà, c'est des maladies qui sont pauvres, c'est une maladie qui concerne essentiellement la population vraiment démunie. Ils arrivent déjà épuisés sur les plans financiers et sur les plans cliniques. Et donc, ça nous pose énormément de problèmes dans la prise en charge parce qu'ils viennent pour assurer le soin, ils sont déjà épuisés avant de venir, mais également la maladie est devenue beaucoup plus compliquée à prendre en charge. Donc, vraiment, nous, ça nous arrange si on va aller dans le sens de prévention, d'accord? Et je pense qu'il faut aller vers une sensibilisation, hein, des formations comme ça, des cours comme ça, des discussions comme ça, pour que les médecins généralistes puissent comprendre vraiment ce qu'il faut faire face à ces des malades. Il ne faut pas les garder longtemps. À chaque fois que le traitement médical n'est pas efficace, il faut penser à adresser les malades vers un niveau supérieur pour vraiment lui permettre d'avoir le soin qu'il faut. Donc ça, c'est très important vraiment. Je suis entièrement d'accord avec cette idée. Alors, la deuxième préoccupation, c'est par rapport à la création d'un réseau. En tout cas, ici au Niger, on a 2 services de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Il y a un qui est à l'hôpital général de référence de Niamey, qui est vraiment opérationnel depuis pratiquement 2019. Donc, on fait pratiquement tous les gestes en chirurgie thoracique, mais également la chirurgie cardiaque qui commence aussi à démarrer. Et l'autre centre qui est à Maradi, là, il y a Aminu qui nous a contacté depuis Maradi. Je ne sais pas exactement à quel niveau ils sont. Et je pense qu'on va aller dans ce sens pour organiser de temps en temps des petits ateliers de formation
dans la prise en charge de ce genre de pathologies, ça ne peut que, en tout cas, améliorer la qualité de prise en charge de nos patients. Là, vraiment, je suis preneur, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, s'il y a d'autres questions, je suis à l'écoute. Merci, monsieur Nou. Merci beaucoup à vous, professeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. S'il n'y a pas d'autres préoccupations, professeur, je vais vous laisser la parole pour votre mot de fin. Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je ne fais que remercier tout le monde, tous qui ont participé, de près ou de loin, pour la réussite, en tout cas, de cette discussion, cet échange autour d'un thème qui est quand même très important. Et quelle que soit la spécialité, quelle que soit la discipline, qu'on soit chirurgien, qu'on soit interniste, qu'on soit pneumologue, qu'on soit médecin généraliste, anesthésiste réanimateur, radiologue, cardiologue, tout le monde est impliqué dans la prise en charge de ces patients. Et donc, vraiment, c'est très important d'aller vers une discussion pluridisciplinaire, demander l'avis de ses collègues, d'accord, pour améliorer encore la qualité de cette prise en charge. Et merci à ces réseaux, en tout cas, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, surtout de partager mon expérience dans la prise en charge de cette pathologie. Et je remercie tout le monde et je vous remercie. Merci à vous, professeur. De toute façon, quelles que soient les difficultés de connexion, je pense que l'information sera toujours passée. Merci vraiment à vous pour cette matinée. Merci pour la qualité des échanges, également la qualité de la communication de ce matin. Je profite une fois encore pour rappeler le cours du mercredi prochain, le syndrome de l'apnée du sommeil, qui sera à 16h GMT. À 15h GMT, autant pour moi, 16h heure du Bénin. Et je vous remercie vraiment pour le temps que vous avez accordé à la communication d'aujourd'hui, également pour la patience. Et nous souhaitons un bon week-end et j'espère vous voir nombreux le mercredi prochain. En ce qui concerne la procédure d'obtention de l'attestation du jour et également du cours, il suffit d'aller sur notre interface Prima Learning et vous aurez accès à tout ce que nous faisons depuis que nous avons commencé les webinaires et également au webinaire d'aujourd'hui. Passez un bon samedi, prenez bien soin de vous et à mercredi prochain. Merci. Merci. Bye bye.